Bien, écoutez, bonsoir à vous tous. Merci de participer à ce webinaire. Vous le savez, nous avons lancé de nombreuses concertations depuis un certain nombre d'années sur la ville de Caluire-et-Cuire. Et la grande concertation 2022 s'ouvre aujourd'hui avec le projet de ferme urbaine municipale. Cette concertation vient d'ailleurs dans la continuité d'une précédente concertation, Caluire-et-Cuire, ville durable. Et lors de cette concertation, il y avait eu plus de 9000 propositions qui avaient été faites à cette occasion et une mobilisation très importante des Caluirards. Et tout ce qui touchait en particulier à l'agriculture était un des sujets qui avait été le plus évoqué. Et donc, dans la continuité de cette approche, nous souhaitons mettre en place, et avec vous, une ferme urbaine municipale qui va être capable de fournir fruits et légumes pour notre cuisine centrale municipale, qui elle-même va être complètement refaite dans ce cadre-là, et qui va progressivement monter de 2300 repas par jour à 4000 repas par jour, en s'appuyant en particulier sur cette ferme urbaine. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Cyril Dion, que vous connaissez tous, qui va ouvrir donc ce cycle de conférences qui vont durer en fait jusqu'en mars prochain, et notamment les sujets qui vont être abordés vont toucher en particulier la biodiversité des sols, l'urbanisme frugal, les biodéchets ou encore la santé et l'alimentation. Donc, sont présents Cyril Dion, Côme-Telet, donc délégué à l'environnement et au développement durable, à l'urbanisme et aux ressources humaines, Bastien Join, conseiller municipal délégué au projet de ferme urbaine, et Olivia Gris, directrice du développement territorial durable à la ville de Caluire-et-Cuire. Donc, malheureusement, cette rencontre se fait par webinaire du fait des conditions sanitaires, mais néanmoins, il y aura une grande interconnexion qui pourra se faire entre les uns et les autres. Et au bas de votre écran, vous avez une rubrique Q et R qui indique questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions à l'occasion de cette visio. Et je cède tout de suite la parole à Côme-Telet, premier adjoint, qui va notamment vous présenter les grands enjeux de ce projet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Simplement, en effet, rappeler que le projet de la ferme urbaine qui sera présenté donc en détail par Bastien Join trouve déjà une première concrétisation dans la modification numéro 3 du plan local de l'urbanisme et de l'habitat qui va entrer dans sa phase d'enquête publique le 28 février de cette année. Et donc, cette modification comprend, entre autres, le gel d'environ 4 hectares de terrain classés, donc futurement classés donc, en zone agricole. Et sans être trop technique, cette zone sera complétée par un STECAL, secteur de taille à capacité limitée, donc qui permettra l'implantation de toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement de cette future ferme urbaine. Donc, cette zone est située dans un triangle entre le chemin des Mercières, le chemin Petit et l'avenue Leclerc, donc dans le secteur d'Auchan. Cette modification fait suite à une première démarche qu'a initiée la municipalité pour obtenir la sanctuarisation par le plan local d'urbanisme et de l'habitat en zone agricole de 100 hectares, 60 sur le territoire de Caluire, 40 sur le territoire de Rieux et de ce qu'on appelle donc la terre des maraîchers, donc qui est proche de ce projet. Donc 100 hectares qui sont sanctuarisés en zone agricole. Ce projet de ferme urbaine municipale poursuit 3 objectifs essentiels. Comme l'a dit Monsieur le maire, donc tout d'abord produire en bio les fruits et légumes nécessaires à la fourniture des 2300 repas jour servis donc dans nos restaurants scolaires, et ce en circuit très court avec le futur déménagement de notre cuisine centrale sur la zone Périca, à quelques centaines de mètres de la ferme urbaine. Ensuite, deuxième objectif, c'est produire le compost nécessaire à l'amendement de nos cultures maraîchères avec une plateforme de compostage dédié. Et puis enfin, troisième objectif, faire de ce site un lieu pédagogique sur l'alimentation durable.
Donc, ce grand projet est donc soumis à la concertation de vous tous, Caluire, et nous ouvrons donc cette grande concertation numéro 5 avec donc Monsieur Cyril Dion. Bonsoir Monsieur Dion. Simplement en quelques mots, je vais vous présenter. Donc, vous avez fondé en 2007, aux côtés de Pierre Rabhi, récemment décédé, le mouvement Colibri, un mouvement écologique qui œuvre à construire une société plus écologique et plus juste. Vous êtes réalisateur, essayiste, romancier. Réalisateur, on s'en souvient de votre film Demain en 2015, César du meilleur documentaire, qui recense des initiatives concrètes et optimistes contre la crise climatique. Et 6 ans après ce film, vous revenez avec Animal, un film documentaire sur notre relation au monde vivant, dont la projection a d'ailleurs lieu demain soir sur notre territoire de Caluire-et-Cuire au Ciné Méliès. Donc, pour ceux qui veulent aller voir votre film, je vous invite vraiment à aller le voir demain soir. Et donc, il vient également d'être récemment nominé pour les Césars 2022. Vous nous faites donc le plaisir d'être avec nous ce soir pour ouvrir cette grande concertation autour d'un projet local, l'implantation d'une ferme urbaine municipale sur le territoire de Caluire-et-Cuire. Monsieur Dion, merci de votre présence et je vais laisser la parole à Olivia Gris. Merci Monsieur Tollet, bonsoir à tous. Donc, comme l'a précisé Monsieur le maire, vous avez en bas de votre écran l'option Q et R, questions et réponses, qui vous permet d'interagir et donc de poser vos questions et de poser vos commentaires, à la fois sur le projet de la ferme, mais aussi sur l'intervention de Cyril Dion. Donc, n'hésitez pas. Monsieur Dion, donc, comme le disait à l'instant Monsieur Tollet, votre film Animal est actuellement dans les salles. C'est un documentaire sur l'environnement et sur la biodiversité. Finalement, quels sont les messages que vous avez souhaité porter avec ce film? C'est un film qui raconte l'histoire de 2 ados, Bella et Vipoulane, donc Bella est français, Vipoulane est anglaise, qui ont 16 ans, qui sont très engagés dans les marches et les grèves pour le climat, et qui, d'une certaine manière, ont le sentiment que l'avenir est obstrué, qu'ils n'ont pas de futur, qu'ils vont habiter sur une planète dont les conditions vont se dégrader au fur et à mesure des décennies, et qui ont aussi le sentiment que les protestations qu'ils peuvent conduire en allant marcher dans les rues ne sont évidemment pas suffisantes pour faire bouger les gouvernements, donc ils sont un peu désespérés. Et donc j'ai eu envie de les emmener dans un voyage qui est à la fois un voyage géographique, mais aussi un voyage initiatique, non seulement pour comprendre plus en profondeur pourquoi on en est arrivé là, comprendre comment on peut agir aujourd'hui pour essayer d'enrayer ces 2 phénomènes, et plus globalement, quelle direction nos sociétés pourraient emprunter. J'avais envie qu'au sortir du film, ils aient à nouveau un peu d'horizon. Et on s'est basé sur la question de ce que les scientifiques appellent la 6e extinction de masse, en gros la disparition des espèces, qui sont en train aujourd'hui de disparaître entre 100 et 1000 fois plus rapidement que ce qu'elles devraient. Parce que pour moi, la question écologique est intimement liée à la question du vivant. Si on en est arrivé là, si on en est arrivé à dérégler le climat, si on en est arrivé à ce que 68% des populations de mammifères vertébrés aient disparu depuis 50 ans, 30% des oiseaux en Europe, 80% des insectes volants, c'est parce que, à mon avis, on s'est mis à considérer le reste du monde vivant comme un gisement de ressources qu'on peut exploiter jusqu'à plus soif pour alimenter la chaudière de la croissance économique, sans mesurer que c'est grâce au monde vivant qu'on peut boire, qu'on peut respirer, qu'on peut manger, et que le devenir de l'humanité est totalement imbriqué avec celui de la faune, de la flore, des insectes et des écosystèmes en général. Et ce voyage a permis à Bella et Vipoulane de non seulement mesurer ça, mais de rentrer directement en contact avec le monde vivant. Et donc, il y a un mot qu'on n'utilise plus, j'en profite puisque vous l'avez prononcé, c'est le mot d'environnement. Parce que l'environnement, la sémantique nous piège un peu. L'environnement, ça donne le sentiment que c'est ce qui nous environne. C'est comme si c'était un décor. On a même remis en question d'autres terminologies. On a été rencontrer un anthropologue fameux qui s'appelle Philippe Descola, qui a écrit Par-delà nature et culture, qui est anthropologue,
disciple de Lévi-Strauss, qui avait une chaire au Collège de France dont il vient de prendre sa retraite, et qui nous disait cette conception-là, qui a les humains d'un côté et la nature de l'autre. C'est purement occidental. Il y a beaucoup de civilisations dans le monde, particulièrement les Indiens Achuar, avec lesquels il a vécu pendant plusieurs années, qui ne créent pas cette frontière. Pour eux, il y a une véritable continuité. Et donc, ce terme de vivant est une tentative sémantique de réenchasser les êtres humains dans le reste du vivant, donc dans les écosystèmes de façon générale. Très bien. Pour revenir à l'actualité, on a beaucoup dit qu'avec la pandémie de Covid-19, il y aurait un monde d'avant et un monde d'après. Justement, considérez-vous que cette crise est un test de résistance pour nos sociétés? Et comment, d'après vous, les leçons de cette crise sanitaire peuvent être appliquées au changement climatique? Ce qui s'est passé avec la pandémie est évidemment tragique, mais est intéressant si on veut en tirer des leçons, à mon avis, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que on est là typiquement face à un phénomène qui avait fait l'objet de nombreuses alertes des scientifiques depuis plusieurs décennies. On sait qu'un syndrome grippal peut dégénérer en épidémie, voire en pandémie depuis un moment, et on voit que nos sociétés n'étaient pas prêtes à gérer cette situation. Le parallèle est assez évident avec la crise climatique. On sait depuis la fin des années 70 que le réchauffement climatique existe. On sait avec une grande certitude que les êtres humains ont quelque chose à voir là-dedans. Maintenant, on le sait, c'est une certitude qui est passée à 100% dans le dernier rapport du GIEC. On sait ce qu'il faudrait faire pour essayer d'enrayer cette crise, et depuis 40 ans ou 50 ans, puisque on sait depuis le début des années 70, mais il y a ce fameux livre qui a été écrit par ce journaliste du New York Times qui s'appelle « Perdre la Terre », Nathaniel Rich, qui dit qu'en gros, entre 79 et 89, on avait une fenêtre d'action dans cette décennie qui a été absolument balayée par le récit néolibéral qui a vraiment été à l'encontre de tout ce que le mouvement social essayait de faire émerger depuis la fin des années 60. On avait une fenêtre pour agir à temps et on ne l'a pas fait. Et il y a de fortes probabilités pour qu'on continue à ne pas apporter des réponses à la hauteur de l'enjeu jusqu'à ce que la catastrophe soit là. On peut déjà d'ailleurs considérer qu'il y a un certain nombre de territoires dans le monde où la catastrophe est déjà là. J'ai été filmé récemment en Californie et dans l'Oregon, dans la ville de Portland par exemple. Depuis un an, ils ont vécu 3 phénomènes climatiques majeurs, des incendies catastrophiques l'été dernier qui ont fait partir en fumée certaines zones dans la banlieue de Portland et certaines petites villes qui étaient à proximité. En février dernier, ils ont eu un orage de glace qui était tellement violent qu'ils ont subi une coupure d'électricité qui a duré 10 jours. Et là, l'été dernier, ils ont connu un dôme de chaleur, donc en gros des températures qui sont montées autour de 46-47 degrés, qui ne redescendaient pas pendant plusieurs jours. Et il se trouve que, couplé à la crise sociale que la ville est en train de vivre, avec de nombreux SDF dans les rues, ils se sont retrouvés dans une situation où les gens mouraient de chaleur. Ils étaient obligés d'ouvrir des gymnases que nous, on a tendance à faire en hiver pour protéger les gens du froid. Eux, c'était pour protéger les gens de la chaleur. En Californie, un peu plus bas, ils connaissent des sécheresses terribles depuis 2012, on va dire, donc depuis presque 10 ans. Ce qui a conduit l'État à créer un canal qui achemine de l'eau qui vient de montagne dans d'autres États pour alimenter les villes. Les agriculteurs n'ont même pas le droit d'utiliser cette eau parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour tout le monde. Ils sont en train d'arracher des hectares et des hectares de plantations d'amandiers qui sont trop gourmands en eau. Donc pour eux, et c'est le Los Angeles Times a titré ça l'été dernier, l'apocalypse est déjà là, la catastrophe est déjà là. On a vu en Allemagne, en Belgique, des phénomènes climatiques extrêmes. Alors là, dans l'autre extrême, avec des inondations catastrophiques, des glissements de terrain. La ville de Liège a été particulièrement sinistrée. Des gens ont été meurtris. On commence à avoir des évaluations, notamment des évaluations très pragmatiques des assureurs, qui commencent à dire qu'un monde à plus 3, plus 4 degrés, on ne sait pas l'assurer. Que les conséquences économiques
sont tellement vastes que je ne sais pas comment faire. Un journaliste là, du New Yorker, David Wallace-Wells, estime à 600 trillions de dollars par an les catastrophes climatiques qui pourraient advenir dans un monde à plus 4 ou plus 5 degrés, ce qui est plus important que l'ensemble de l'argent qui circule aujourd'hui dans le monde. On voit bien que on devrait être dans une mobilisation comme à l'aube d'une guerre mondiale, et on ne le fait pas. Le problème, c'est que contrairement à la pandémie, où on peut quand même espérer aujourd'hui qu'on va arriver à vivre avec ce virus et qu'on va retourner, si ce n'est à la normale, à un monde qui ressemble beaucoup à celui qu'on avait avant la pandémie, si on passe un certain nombre de seuils critiques avec le changement climatique, si la Terre se réchauffe de plus de 2 degrés, il faudra plusieurs centaines de milliers d'années, voire de millions d'années, pour que la température redescende. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre d'aller jusqu'au moment où la catastrophe sera là. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, qui a plutôt trait à la biodiversité, c'est que on vit le premier phénomène qui est la manifestation du fait que si on détruit les écosystèmes au rythme où nous les détruisons aujourd'hui, sans chercher à comprendre, là encore, quels sont les équilibres qui permettent à la vie sur cette planète d'être relativement agréable, on s'expose à ce type de phénomène avec une récurrence accrue. J'entendais encore une épidémiologiste début janvier sur Europe 1 qui disait on prend le risque de rentrer dans l'ère des pandémies. Il y a de nombreux scientifiques, biologistes, épidémiologistes qui ont mis en lumière le fait que la biodiversité et la diversité nous protègent de ces épidémies. Pourquoi est-ce que les risques seraient accrus? D'une part parce que plus on détruit les habitats des animaux sauvages, plus ils sont amenés à nicher ou à vivre dans des environnements beaucoup plus proches à la fois des humains et à la fois des animaux d'élevage. Donc on a beaucoup plus de chances que des virus qui sont dans le monde sauvage, ces fameuses zoonoses, se transmettent ou directement aux humains ou à des animaux qui sont capables ensuite de le transmettre à des humains. L'autre phénomène, c'est que ce qui explique beaucoup de biologistes, c'est qu'il y a un phénomène de barrière dans les écosystèmes. C'est que les virus se transmettent d'une espèce à une autre, et puis, à un moment, il y a ce qu'ils appellent des cul-de-sac épidémiologiques, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui ne transmettent plus le virus. Moins il y a d'espèces, moins on a de chances que ces cul-de-sac épidémiques existent, et donc plus on a de chance, encore plus on raccourcit d'une certaine manière, on fait du circuit court, mais là, du mauvais circuit court, entre les zoonoses et nous. Ça devrait, là aussi, nous inciter à reconsidérer de façon globale notre cohabitation avec le reste du monde vivant, pour ces raisons-là. Ce que nous expliquait un certain nombre de biologistes qu'on a rencontrés quand on a tourné Animal, c'est que la biodiversité des espèces, c'est comme si vous aviez un mur de briques. Admettons que vous avez un mur de briques et chaque brique, c'est une espèce. Au fur et à mesure que les espèces disparaissent, vous enlevez une brique, puis une autre, puis une autre, puis une autre. À un moment, le mur s'effondre. Nous sommes dans le mur. On n'est pas les maçons, on n'est pas les architectes. Nous sommes une brique du mur. Ce qui risque de se passer, ultimement, sans vouloir faire le prophète de l'Apocalypse, mais c'est ce que nous disaient là encore les scientifiques, c'est que dans un premier temps, la disparition des espèces nous conduise à avoir une vie beaucoup moins agréable sur cette planète. Ils employaient même des mots assez puissants en disant on aura une vie misérable. Et ultimement, ce qui pourrait se produire dans peut-être le siècle qui vient, si on parvient à cette espèce de bascule de la 6e extinction de masse, c'est que l'espèce humaine disparaisse. C'est-à-dire qu'on est tellement dépendant de toutes ces espèces que si on parvient au point de bascule de la 6e extinction de masse, une extinction de masse, c'est 70 à 75% du vivant qui disparaît brutalement sur la planète. On en a déjà vécu 5. La précédente, c'était à l'époque des dinosaures. Si ça se produit suffisamment rapidement, on ne saura pas forcément s'adapter à ça. Donc là encore, on est dans une situation qui mériterait tout notre investissement. C'est assez préoccupant de voir qu'à la fois dans les médias et à la fois dans le débat politique,
cette question est relativement reléguée après d'autres questions, en ce moment, la sécurité, l'immigration, qui font peur aussi, mais qui finalement devraient nous faire beaucoup moins peur que ces phénomènes qui engagent vraiment la survie de notre espèce. Justement, vous venez d'évoquer dans vos propos, vous faites allusion à plusieurs villes et aux événements climatiques. Par rapport à ça, il y a des projections démographiques qui nous indiquent qu'en 2050, on a plus d'un tiers de l'humanité qui vivra en ville. En matière d'adaptation des territoires au changement climatique, pensez-vous que les réponses à apporter sont plutôt internationales, nationales ou locales? En fait, face au changement climatique et à la disparition de la biodiversité, on a trois grands enjeux. On a un enjeu qui est d'arrêter le réchauffement et la destruction des écosystèmes. On a effectivement un enjeu d'adaptation. D'une part, parce qu'on a déjà franchi un certain nombre de seuils. Là, il y a de très fortes probabilités pour qu'on dépasse les 1,5 degrés de réchauffement entre 2030 et 2035 et qu'on dépasse les 2 degrés entre 2040 et 2050. Théoriquement, on ne devrait pas dépasser ces 2 degrés. Le problème, c'est qu'on envoie tellement de carbone dans l'atmosphère qu'il y a un phénomène d'inertie. C'est comme si vous étiez au volant d'une voiture, vous roulez à 200 km/h, quand vous freinez, il faut une certaine distance pour que votre voiture s'arrête. Avec le changement climatique, c'est la même chose. Tout ce carbone qui est dans l'atmosphère, il faut du temps pour que les écosystèmes puissent les absorber. Des écosystèmes qui, en plus, ont de plus en plus de mal à les absorber. Parce que les océans s'acidifient, parce que, à cause du réchauffement climatique, les puits de carbone que sont les forêts, notamment les forêts tropicales, sont de moins en moins efficaces. Donc, ce phénomène d'inertie fait ça va continuer à se réchauffer quoi qu'il arrive, en gros, jusqu'à 2040. Et ensuite, si, à partir d'aujourd'hui, on fait ce qu'il faut, ça va décroître. Si on ne le fait pas, ça va continuer à augmenter. Donc, ce phénomène d'adaptation, il est indispensable. Et puis, on a un troisième enjeu qui est un enjeu de régénération. Donc, de permettre à la fois de recréer des habitats pour un certain nombre d'espèces, mais aussi de faire en sorte que les écosystèmes nous aident à la fois dans l'adaptation et à la fois dans la réduction du carbone dans l'atmosphère. Donc, puissent justement jouer leur rôle à la fois de tempérer un certain nombre de territoires, d'absorber les précipitations, d'être des puits de carbone. Donc, les villes et les territoires locaux ont besoin d'agir sur ces trois grands sujets. Donc, de voir comment on peut réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Là, en France, aujourd'hui, l'objectif que s'est donné le gouvernement avec la stratégie nationale bas carbone, c'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. En réalité, ce que nous disent les études des scientifiques, et notamment celle du GIEC, c'est qu'il faudrait plutôt arriver à moins 65% d'ici 2030. Moins 65% d'ici 2030, c'est un sacré bouleversement de la façon dont on organise nos territoires. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est majoritairement trois grands secteurs: les transports, l'habitat et l'alimentation. Donc, dans une ville comme Caluire-et-Cuire, ça veut dire qu'on a besoin de réfléchir à avoir beaucoup moins de véhicules thermiques. Il y a un cabinet qui s'appelle BL Evolution qui s'était amusé il y a 2 ans à transcrire l'objectif de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre et l'objectif de rester en dessous d'1,5 degré de façon très tangible pour voir ce que ça impliquait dans nos vies. Ils avaient calculé qu'à l'échelle de la France, il faudrait sans doute parvenir à une réduction de 50% du nombre de véhicules en circulation. Imaginez comme c'est populaire comme mesure. Pour y parvenir, évidemment, ça demande de modifier l'urbanisme, ça demande de développer les transports en commun, ça demande aussi de construire des infrastructures pour faciliter l'usage du vélo, pour faciliter un certain nombre de trajets à pied, car ce qu'on a tendance à appeler mobilité douce. Et puis, ça demande évidemment de prendre des mesures, comme toutes les villes sont en train de le prendre, et je sais que vous le faites ici aussi, pour progressivement faire en sorte que les voitures qui continuent à rouler soient des voitures qui émettent elles-mêmes beaucoup moins de gaz à effet de serre. Des voitures qui sont plutôt
électriques, ou en tout cas des voitures qui, si elles restent pour certaines thermiques, ont des rendements qui leur permettent de consommer beaucoup moins, etc. Ça, c'est un énorme chantier. On a filmé, par exemple, quand on a fait demain, des exemples très inspirants. Je pense par exemple à Copenhague, où on discutait avec un architecte et un urbaniste qui s'appelle Jan Gehl, qui est le grand spécialiste de rendre les villes aux piétons et aux vélos, et qui nous disait quelque chose qui paraît hyper simpliste et assez drôle, mais qui en fait se vérifie. Il nous disait, plus vous construisez de routes, plus vous aurez de voitures. C'est mécanique. On a tendance à se dire, ah bah, il y a de la congestion, il y a trop de voitures, donc on va, et ça a été notamment la stratégie des États-Unis, on va construire des routes plus larges, on va faire des déviations, en fait, vous aurez plus de voitures. A contrario, plus vous construisez de pistes cyclables, et là, c'est ce qu'on a vécu, nous, par exemple, à Paris, de façon absolument stupéfiante pendant le confinement, et plus ces pistes cyclables, évidemment, seront protégées, et plus les gens se sentiront en sécurité, et plus ce sera facile de prendre leur vélo, plus vous aurez de cyclistes. C'est exactement ce qui s'est passé à Paris. Plus vous construirez d'espaces piétonniers, plus vous aurez de gens qui marcheront. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est l'alimentation. L'alimentation, on sait que c'est une immense partie c'est en gros entre 25 et 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, et qu'à l'intérieur de ça, la partie élevage compte pour près de la moitié. En gros, l'élevage en France, c'est 15% des émissions. Donc, aller vers une alimentation beaucoup moins carnée, avec beaucoup moins de protéines animales, que ce soit de la viande, du poisson, du fromage. Il y a des disparités. Évidemment, il vaut mieux commencer par réduire le bœuf que de réduire le poisson, mais ça a un impact considérable sur notre empreinte. Et là, vous qui vous posez, qui vous lancez dans des chantiers sur la restauration collective, c'est clairement un levier que les collectivités ont, de faire en sorte qu'il y ait plus de repas végétariens et que l'alimentation soit plus bio, ce qui a ça un impact, pas forcément sur les émissions de gaz à effet de serre, mais sur la biodiversité. Puisque moins d'utilisation de pesticides, donc meilleure qualité des eaux, moins d'impact sur les pollinisateurs, etc. Ça, c'est le deuxième grand sujet. Le troisième grand sujet, c'est les bâtiments. Donc, c'est la consommation d'énergie et particulièrement la consommation de chauffage ou la climatisation. Dans nos contrées, c'est plutôt le chauffage qui compte. Où là, on a un enjeu considérable de rénovation thermique des bâtiments et de transition énergétique vers des sources d'énergie qui sont décarbonées. Ça, c'est le sujet réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, évidemment, sur la partie biodiversité, essayer de limiter l'étalement urbain, l'artificialisation des sols qui est galopante, pour préserver tout un tas de zones où il y a encore des habitats pour les quelques animaux qui peuvent vivre sur nos territoires. Sur le sujet de l'adaptation, là, on a une vraie problématique de supporter des étés qui vont être de plus en plus chauds, donc de climatiser nos villes, donc de revégétaliser pour éviter des îlots de chaleur insupportables. En gros, plus des territoires sont artificialisés, moins il y a de végétation, plus la température va avoir tendance à augmenter mécaniquement. Particulièrement si en plus on s'engage dans un cercle vicieux, on se met à mettre des clims. Et les clims qui, elles, vont rejeter de l'air chaud, vont faire en sorte que ce soit des îlots urbains encore plus insupportables. Donc il faut chercher des systèmes de climatisation plutôt végétales. Donc avec des arbres, avec des haies, et pourquoi pas avec des points d'eau. On a une problématique d'adaptation à des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, particulièrement des orages, des pluies diluviennes. Donc là encore, comment est-ce qu'on fait pour absorber cette eau, faire en sorte qu'elle ne provoque pas une érosion trop importante dans les endroits qui sont encore agricoles,
et comment on fait pour que ça ne provoque pas des inondations catastrophiques dans les endroits qui sont les plus construits. Donc, là aussi, comment est-ce qu'on désartificialise une partie du territoire? Comment est-ce qu'on crée aussi de la récupération de cette eau pour qu'elle ne soit pas complètement perdue, mais qu'éventuellement elle serve ensuite pour l'irrigation? Qu'elle serve potentiellement à d'autres usages, puisque un des autres secteurs d'adaptation, c'est justement la capacité d'un territoire d'avoir une grande autonomie dans ses réseaux principaux. Autonomie alimentaire, autonomie dans sa gestion de l'eau, autonomie énergétique. Donc là, on peut voir un cercle vertueux en se disant comment est-ce qu'on fait pour que dans notre ville, on récupère un maximum les eaux de pluie, que ces eaux de pluie soient utilisées pour les usages non alimentaires, dans les bâtiments, dans les machines à laver, dans les toilettes, pour faire la vaisselle, pour qu'on évite d'aller taper dans nos réserves, dans la nappe phréatique avec de l'eau potable et qu'on la gâche, puisqu'il est fort possible qu'on ait des stress hydriques de plus en plus grands à l'avenir, et on le voit déjà, on l'a vu dans les différents étés qu'on a vécu depuis 2018. Comment est-ce qu'on fait pour, dans un monde qui va utiliser de moins en moins de pétrole, dans un monde qui doit émettre de moins en moins de gaz à effet de serre, donc qui doit faire en sorte de raccourcir les circuits de l'alimentation, comment est-ce qu'on fait pour produire un maximum d'alimentation chez nous? Là, ça rejoint votre initiative. Donc, comment est-ce qu'une collectivité peut repérer des terrains pour les rendre agricoles et participer à la production alimentaire et des personnes qui y vivent? Comment est-ce qu'un territoire peut, demain, être responsable et être en maîtrise d'une partie de sa production énergétique pour ne pas dépendre du gaz qui vient de Russie, du pétrole qui vient d'Arabie Saoudite, qui sont en plus des énergies qu'on veut arrêter d'utiliser. Donc, en fonction des configurations du territoire et de ses atouts, est-ce que c'est un territoire où il y a beaucoup de soleil? Est-ce que c'est un territoire où il y a beaucoup de vent? Est-ce que c'est un territoire où il y a des montagnes et des dénivelés qui permettent de faire de l'hydroélectricité? Est-ce que ce sont des territoires qui permettent de faire de la géothermie? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et comment on peut se réapproprier aussi ça, peut-être avec des régies locales de production d'énergie? Ça, ce sont des véritables enjeux. Et puis, il y a un enjeu connexe qui est une forme d'autonomie économique. Comment est-ce qu'on permet à l'économie de notre territoire de ne pas être trop dépendante des fluctuations du marché mondial avec d'énormes entreprises qui peuvent du jour au lendemain décider de délocaliser et qui laissent des déserts d'emploi sur dans un certain nombre d'endroits en France. Troisième sujet, je ne m'y attarderai pas parce que j'ai déjà été extrêmement long, mais la régénération qui rejoint un peu les deux. Comment est-ce qu'on recrée des espaces où la biodiversité peut s'épanouir, à la fois dans notre pratique agricole. C'est-à-dire comment on a des pratiques agricoles qui permettent d'avoir plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus de vers de terre. Comment est-ce qu'on recrée des corridors qui permettent aux espèces de passer de territoires qui sont encore relativement sauvages à d'autres en traversant nos villes? Comment est-ce qu'on replante des arbres pour là aussi séquestrer du carbone et recréer des habitats pour un certain nombre d'espèces? C'est un des grands enjeux du futur de nos villes. Merci Cyril Dion, vous avez répondu à la question suivante qui était de savoir en fait comment une commune pouvait suivre des pistes pour construire cette ville résiliente de demain face à ce changement climatique. Vous avez balayé pas mal de sujets, l'urbanisme, la mobilité, l'alimentation, la création de corridors écologiques, d'îlots de chaleur. Donc je vous propose du coup maintenant de passer à notre projet de ferme municipale et de donner la parole à Bastien Join, qui est donc conseiller municipal délégué à ce projet. Mais avant, je vous invite à visionner une petite vidéo de présentation du projet de ferme.
Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes vraiment très nombreux ce soir et ça nous touche beaucoup. On aurait peut-être, dans des conditions sanitaires normales, finalement pu organiser cette réunion au Radiant. Les jeunes dont vous parlez, Cyril, Bella et Fikoulane dans Animal, finalement, c'est à eux qu'on veut parler, nous, avec ce projet de ferme urbaine, puisqu'il s'adresse, bien entendu, à l'ensemble de nos groupes scolaires. En quelques mots, je vais être très bref parce que vous êtes venus ce soir en nombre pour écouter Cyril vous dire l'émotion qui est la nôtre, puisque c'est la première fois véritablement ce soir que nous présentons donc le projet de l'équipe municipale aux habitants de Caluire. Et puis peut-être vous dire que, pour faire un clin d'œil aux journalistes du Progrès, dont j'ai lu l'article ce matin, que eh bien, voilà, notre projet suscite beaucoup d'engouement. Et je crois que c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. D'ores et déjà, les parents nous interrogent, les enfants aussi. On intervient dans le cadre du conseil municipal des enfants. Et c'est vrai qu'il y a des attentes très fortes qui s'expriment dans ce projet. Je voudrais vous dire que je suis très heureux que vous soyez à nos côtés ce soir, Cyril, parce que vous avez été le compagnon de route de Pierre Rabhi. Et vous faites partie de ceux qui, en France et j'ai envie de dire dans le monde, aujourd'hui, eh bien, font partie de ces lanceurs d'alerte sur un thème qui doit tous nous concerner. Et vraiment, je souscris pleinement à ce que vous avez dit dans ce cadre-là. Je crois que c'est d'ailleurs véritablement l'enjeu et le but de notre projet de ferme urbaine à Caluire. J'ai l'habitude de le dire et j'aime le dire comme ça. C'est vraiment une démarche d'éveil des consciences. C'est un projet qui s'inscrit dans la continuité de toutes ces petites actions concrètes qu'on met en place ici à notre niveau pour eh bien, éveiller les consciences et peut-être imaginer de faire évoluer les choses. Notre projet, donc vous l'avez vu dans cette petite vidéo, c'est d'abord la préservation de nos terres agricoles qui sont à Caluire vraiment notre histoire. On a donc aujourd'hui 100 hectares qui ont été sanctuarisés au plan local d'urbanisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis toujours à Caluire. On cultive la salade, on cultive le chou. On évoquait tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce que c'est comme légume le panais caluira, qui est une variété de légumes qui donc est née ici à Caluire, dans cette belle étendue connue de tous le long de la voie verte. C'est très bucolique et ça correspond vraiment à notre envie. Et bien finalement d'avoir une ville presque à la campagne. Comme Tollet l'a dit tout à l'heure, c'est donc un secteur qui a été sanctuarisé et qui va nous permettre, sur la technique de l'agroforesterie, eh bien, de pouvoir mêler sur les mêmes parcelles à la fois du verger et donc du maraîchage sur l'équivalent de 3,5 hectares. Le but, donc, c'est de pouvoir répondre aux besoins de la cuisine centrale et donc de fournir en légumes et en fruits pour assurer la presque totalité de son besoin. Je dis presque totalité puisque en réalité, on pourrait répondre à peu près à 100% des besoins de la cuisine. Mais notre climat ici à Caluire-et-Cuire ne nous permet pas eh bien, d'assurer la diversité des cultures et donc de ce que l'on veut mettre dans les assiettes des petits caluirards. Et donc, bien sûr, nous continuerons de faire fonctionner le secteur agricole. Je le dis parce que les caluirards sont nombreux ce soir et en tout cas, lorsque je vous croise, lorsqu'on vous croise et lorsqu'on parle avec vous, eh bien, vous voulez pouvoir aussi bénéficier donc de cette ferme et on est en train de travailler pour pouvoir mettre en place une logique de paniers qui seront donc à disposition des habitants. Je voudrais juste vous dire un chiffre et vraiment je vais être bref puisque vous parliez de gaz à effet de serre, de transport, eh bien, effectivement de tous les aliments sur la métropole de Lyon. 95% de la production agricole du territoire est destinée à l'exportation. Et ça, moi, c'est un chiffre qui me fait réfléchir parce qu'il est loin d'être anodin. Vous parliez de repositionner les cultures au cœur de la ville. Et nous, cette souveraineté alimentaire à Caluire, pour notre restauration collective, eh bien, justement, on est en train de travailler dessus. Et puis enfin, peut-être évoquer toute la dimension pédagogique qui ressort de votre film avec les deux protagonistes.
que vous avez donc mis en scène dans ce film et qui parlent de leur engagement. Donc tout ce parcours pédagogique, cette pluridisciplinarité du projet, avec bien sûr le thème stratégique de notre agriculture, vous en avez parlé, des filières, de l'économie, mais aussi de l'emploi, de la pédagogie, de la saisonnalité dans les cultures, de la prévention au gaspillage, du bio, bref, tous ces thèmes-là, on souhaite pouvoir en parler avec les écoles de la ville. Et donc, pour terminer, au cours de cette grande concertation 5, on veut aussi pouvoir vous montrer, et c'est tout l'enjeu des thématiques qui seront abordées, eh bien, en quoi l'agriculture urbaine est pertinente, en quoi, dans nos contextes urbains, eh bien, cette agriculture, elle permet d'assurer la dispersion de la biodiversité, de retenir l'eau, de refroidir l'air, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air en séquestrant le carbone. C'est un projet où eh bien, on va vraiment faire en sorte de pouvoir permettre à la biodiversité de se disperser et de connecter l'ensemble des corridors verts de la ville, puisque la ville de Caluire-et-Cuire est une ville dont le territoire est à 50% en zone verte avec nos parcs et jardins. Allez, je terminerai par là pour évoquer très rapidement la plateforme de compostage que l'on va implanter sur le secteur et que l'on vous a montré tout à l'heure lorsqu'on est allé en visite sur le site, qui s'inscrit vraiment dans une logique circulaire et qui permettra à la fois de bénéficier à notre service parc et jardin, mais aussi eh bien, donc, à la ferme urbaine de Caluire-et-Cuire. J'ai déjà été trop long, donc vraiment, je voudrais vous dire toute mon émotion et mon bonheur de vous avoir à nos côtés ce soir. Merci beaucoup. Merci Bastien. Donc, comme vous l'avez indiqué, c'est un projet qui a comme principal objectif d'approvisionner la cuisine centrale. Justement, Cyril Dion, la ferme municipale de Caluire est finalement un projet très local. Mais d'après vous, quelle place peut prendre l'agriculture urbaine dans le défi alimentaire finalement mondial? C'est forcément une place partielle. Enfin, quand moi j'ai été filmer certaines des villes qui sont les plus avancées dans le déploiement de l'agriculture urbaine, je pense notamment à Détroit aux États-Unis, où la ville était tellement effondrée que les gens n'avaient plus accès à de la nourriture, à des fruits et légumes frais, qui se sont mis à faire des jardins un peu partout dans la ville. À l'époque, il y avait 1600 fermes urbaines dans la ville. Maintenant, je pense qu'il y en a plutôt de l'ordre de plus de 2000. Ça représente à Détroit quelque chose comme 5 à 10% de la consommation globale. Donc, pour l'instant, c'est peu. Quand on est dans des villes qui sont particulièrement denses, on n'a pas forcément suffisamment de surface pour produire beaucoup. C'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on a quand même un exemple particulièrement intéressant qui est celui de la Deuxième Guerre mondiale, où, notamment en Angleterre et aux États-Unis, les particuliers avaient été encouragés à participer à l'effort de guerre en faisant des jardins potagers. En disant tout ce que vous allez produire chez vous, ça va participer. Et on estime que ce qu'ils avaient appelé les Victory Gardens produisait 43% de l'alimentation. Quand on regarde des endroits qui ont connu des phénomènes un peu d'effondrement, je pense par exemple à Cuba, au moment de l'embargo américain, il y a eu un moment où plus aucun engrais chimique, plus aucun pesticide ne pouvait rentrer, et où le pays a été obligé de totalement se reconfigurer pour faire de l'agriculture ultra locale et totalement bio, parce qu'il n'y avait plus de produits phytosanitaires. Ils sont quand même parvenus à la Havane à produire jusqu'à 80% de leur alimentation localement dans des jardins. Donc, dans certains territoires, donc là en plus à Cuba, on est dans des territoires qui sont plus tropicaux, donc où ça pousse plus vite et plus en abondance. Et dans des territoires qui le permettent, quand on est dans une conjonction entre une volonté de la collectivité d'aller chercher des territoires et de produire localement, et une implication des habitants, non seulement dans leur propre jardin quand ils en ont, mais aussi dans l'espace public. On avait filmé pour demain une initiative qui s'appelle Les Incroyables Comestibles, où les gens se mettaient à planter dans l'espace public pour faire pousser des tomates. Ça peut quand même devenir significatif et ça peut s'articuler avec des productions professionnelles qui sont souvent juste aux confins des territoires.
C'est là où c'est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut produire dans la ville, qu'est-ce qu'on peut produire dans les zones agricoles qui sont aux alentours, qui ne sont pas forcément sur la commune, mais qui sont pas loin. Et comment on complète avec de l'alimentation qui vient d'encore plus loin. Il y a quelques années, le mouvement de la transition avait fait comme ça une sorte de carte alimentaire en faisant des cercles concentriques, en disant qu'il y a tout ce qu'on peut produire localement, à la fois grâce à nos surfaces, mais aussi en termes de variété. Est-ce qu'on va produire un petit peu plus loin? Est-ce qu'il va venir du pays? Et puis, aux confins des cercles, il y a ce qu'ils appelaient les exceptions Marco Polo, donc ça va être le chocolat, le thé, le café, etc., les trucs auxquels on n'a pas trop envie de renoncer, mais si ça ne représente que 5%, par exemple, de notre consommation alimentaire globale, c'est tout à fait soutenable. Et donc, pour moi, c'est ça qu'il faut arriver à construire. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que j'ai vu sur votre commune, c'est-à-dire que là, vous êtes en train d'investir des territoires pour produire des aliments pour la cantine, mais juste de l'autre côté de la route, vous avez des maraîchers professionnels qui, eux, produisent déjà. La question, ça va être de se dire comment est-ce que ce que ces maraîchers produisent est d'abord consommé localement, avant de partir ou en France ou carrément à l'international. Alors, votre film Animal raconte le voyage initiatique de deux adolescents qui ont 16 ans, qui, au fil de leur rencontre, de leur voyage autour du monde, rapportent plusieurs solutions pour lutter contre les pollutions, la surexploitation ou encore la destruction des habitats naturels. On a vu que le projet de fer comprenait un volet pédagogique. Pensez-vous que les jeunes générations soient les meilleurs vecteurs pour porter la parole des défis environnementaux de demain? Je dis environnementaux, du coup. Écologique. Le défi écologique, ça marche. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dimension pédagogique est fondamentale, mais elle est fondamentale pour les plus jeunes et pour les plus. Une des vertus de ce que vous êtes en train de faire, au-delà de la production alimentaire, qui est importante, c'est aussi de reconnecter les gens avec la source de leur alimentation. On le voit dans plein d'endroits du monde, et particulièrement dans les zones les plus urbaines et malgré tout dans les quartiers les plus défavorisés. Il y a plein d'enfants et de jeunes qui ne savent absolument pas comment leur nourriture est produite, qui n'en ont aucune idée. Malheureusement, il y a quelques adultes qui sont aussi dans ce cas-là. C'est Pierre Rabhi, justement, qui disait qu'on était presque devenus des chasseurs-cueilleurs du pétrolitique, mais que le truc de chasseur-cueilleur, ça se passait surtout au supermarché. On cueillait dans les rayons comme ça, pour mettre dans le caddie. Ça, c'est un vrai problème, parce que si, encore une fois, on n'est pas capable de reconstruire le trajet de nos aliments, ça veut dire qu'on n'est pas non plus capable de comprendre quelles sont les conditions, là pour le coup, les conditions écologiques, les conditions écosystémiques, qui permettent à ces aliments de continuer à exister. Donc typiquement, moi, ce qui m'est arrivé après avoir tourné Animal, c'est qu'on s'est retrouvé avec un biologiste absolument passionnant qui s'appelle Nicolas Verreken, qui est un spécialiste des abeilles qui enseigne l'agroécologie à Bruxelles, et qui nous a dit cette histoire, par exemple, de mettre des ruches partout pour sauver les abeilles, c'est une absurdité. Parce que quand vous mettez des ruches, en fait, vous mettez des animaux d'élevage. C'est une sorte d'abeille. Et ces animaux d'élevage, qui vont être en grande quantité, ils vont potentiellement épuiser les ressources de leur environnement, puisqu'ils vont aller butiner toutes les fleurs, toutes les plantes qui sont autour. Et ça va empêcher tout un tas d'abeilles sauvages de pouvoir exister sur le territoire. Or, les recherches les plus récentes qu'on a sur l'impact des pollinisateurs sur les rendements agricoles montrent que ce qui permet d'avoir un maximum de rendement et un maximum de stabilité de ces rendements dans le temps, c'est d'avoir un maximum de diversité de pollinisateurs différents sur un territoire. Donc un maximum d'abeilles sauvages différentes. Pour faire ça, on a plutôt besoin de rendre les paysages le plus hétérogènes possible. Donc d'avoir beaucoup de formes, beaucoup de couleurs, beaucoup de hauteurs différentes dans la végétation qu'on installe. Ça, si on ne le sait pas,
Moi-même, dans Demain, j'ai filmé des ruches sur les toits des usines, en disant c'est génial, ils ont mis des ruches partout. Ça ne nous permet pas de mettre en place la bonne stratégie. Et ça ne nous permet pas non plus de nous dire ah bah oui, mais effectivement, si on simplifie au maximum les paysages, si on utilise des produits phytosanitaires, donc ce qui n'est plus permis aujourd'hui dans les collectivités, dans les espaces verts, mais dans les espaces agricoles, etc., on se prive de toute cette diversité d'insectes qui, en fait, est essentielle pour nous permettre de nous nourrir. Les pollinisateurs, ils sont directement responsables de 30% de notre alimentation, mais ils sont indirectement responsables de 50 à 60% de notre alimentation. Donc, c'est essentiel. Si on ne comprend pas non plus que pour que puisse avoir des super légumes, des super céréales, on a besoin d'avoir des sols qui sont très fertiles et donc d'avoir un maximum de biodiversité dans ces sols-là. On n'y fait pas forcément attention. Et donc, on se retrouve à avoir des activités, à la fois nous dans nos propres vies, mais aussi des activités industrielles qui vont contribuer à polluer ces sols, qui vont contribuer aussi à les appauvrir. On voit bien que, par exemple, l'utilisation des engrais solubles, des engrais chimiques et des produits phytosanitaires, ça a tendance à minéraliser les sols, à les rendre de plus en plus compacts, à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'oxygène, donc qu'il y ait de moins en moins de vie à l'intérieur. Le fait que nous, on utilise un certain nombre de produits dans nos vies de tous les jours, que ce soit des produits cosmétiques ou des produits ménagers qui vont dans les eaux, qui vont dans les nappes phréatiques, qui les polluent, ça a un impact aussi sur tout ça. Donc, faire en sorte que les gens et les jeunes soient directement au contact de là où leur nourriture pousse, ça permet d'aborder tout ça, en fait. Ça permet de déplier tout le processus écosystémique qui nous relie au monde vivant et qui potentiellement a un impact ensuite sur notre santé. En se disant, bah oui, tiens, si y a moins de produits sur les légumes, parce que ces produits-là, ils sont quand même c'est des insecticides ou des herbicides, donc c'est des produits qui sont supposés avoir un impact pour tuer un certain nombre d'organismes, peut-être qu'en concentration dans nos corps et puis avec des effets cocktails, peut-être que c'est pas génial. Tiens, peut-être qu'effectivement, si les nappes phréatiques sont trop polluées, nous ensuite on va boire cette eau, bah, effectivement, c'est pas génial non plus. Donc ça c'est indispensable parce qu'en ville, c'est Philippe Descola, l'anthropologue dont je parlais tout à l'heure, nous a parlé d'une étude américaine qui montrait que dans les banlieues les plus défavorisées des grandes villes américaines, les enfants avaient un mot pour dire arbre et un mot pour dire oiseau. Et qu'en revanche, ils connaissaient des centaines, voire parfois des milliers de logos, de marques, etc. Et ils disaient, bah, c'est normal parce que c'est ça qu'ils fréquentent toute la journée. Ils fréquentent des panneaux publicitaires, ils voient les marques sur les baskets, et en revanche, ils ne fréquentent pas le monde vivant. Donc, recréer des espaces comme ça, agricoles, et particulièrement, en plus en agroforesterie, c'est aussi une façon de nous reconnecter au monde vivant. Et moi, donc pour finir avec ça, pour donner une petite anecdote marrante, je ne sais pas si ça vous fera marrer, mais bon, bref, une anecdote concrète. Après avoir vu Nicolas et après qu'il nous a expliqué tout ça, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, je me suis mis à cogiter sur tout ça. Il se trouve que l'année dernière, mes courgettes pourrissaient avant d'arriver vraiment à terme. Et donc, la fleur pourrissait au goût, etc. Donc, maintenant que j'ai des ressources, je leur pose la question, je dis pourquoi mes courgettes pourrissent? Ils me disent parce qu'elles ont été mal pollinisées. En fait, il y a un phénomène de pollinisation mâle-femelle avec les fleurs. Et donc, si elles pourrissent avant, c'est qu'elles n'ont pas été suffisamment bien pollinisées. Donc, comme Nicolas nous a expliqué qu'il fallait rendre les territoires plus hétérogènes, j'ai arrêté de tondre. Alors, en tout cas, il y a plein d'endroits où je n'ai pas tondu pour laisser des espaces aux insectes. On a planté, on a semé des fleurs, on a essayé de rendre justement le jardin le plus hétérogène possible. Cette année, on a eu des super courgettes. Et je me suis mis à voir tout un tas d'abeilles, de bourdons, de trucs que j'avais jamais vus dans mon jardin. Donc maintenant, je les filme, je les envoie à Nicolas. Je dis, c'est quoi ça? Par exemple, je me suis retrouvé avec une espèce d'énorme truc tout noir. Je dis, c'est dangereux ça? Mais non, c'est une abeille charpentière. C'est la plus grosse variété, la sorte d'abeille la plus grosse qui existe, etc. C'est génial comme ça. Et donc, du coup, on se remet à observer aussi. Ça, c'est ce que Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant formidable, a beaucoup dit à Bella Vipoulane. Il faut que vous vous remettiez à être attentif à tout ça,
à ce que ça vous fascine, à ce que ça requiert votre attention qui pour l'instant est majoritairement orientée vers les écrans. Puisque tous ces gens qui fabriquent ces applications eux-mêmes disent qu'ils se battent pour prendre notre attention. C'est ce qu'ils ont tendance à appeler l'économie d'attention. Maintenant, remettre notre attention sur le monde vivant, ça passe par le fréquenter, et donc ça passe par effectivement pouvoir visiter ce type d'endroit. Là où... Merci, Cyril. Comme le rappelait Monsieur le maire, donc en introduction, la concertation, de manière plus générale, l'intelligence collective est dans l'ADN de la ville de Caluire. Et je pense que tout au long de cette soirée, on a eu pas mal de questions qui ont été posées, tant sur le projet de la ferme que sur votre intervention. Donc, je propose qu'on laisse la parole à Laure, qui va tenter de nous en faire la synthèse. Oui, merci Olivia. Donc, en effet, on a eu beaucoup de questions pendant l'intervention. Donc, ces questions, nous les avons intégrées sur notre plateforme collaborative Klaxoon, qui a été ouverte pour la grande concertation 5. En effet, comme pour toutes les grandes concertations portées par la ville de Caluire et Cuire, cet outil, cette plateforme Klaxoon, nous suivra sur toute la durée de la concertation. Et elle a pour objectif de recueillir vos questions, vos contributions, vos idées et plus largement vos remarques sur le projet de la ferme urbaine. Alors, s'agissant des questions donc, de ce soir, elles ont été enregistrées sur la plateforme que je vais donc, vous montrer. Voilà, donc un écran qui permettra de recenser, encore une fois, vos remarques et vos contributions sur la concertation, sur différentes thématiques. Donc, la question de l'agroforesterie et du maraîchage bio, les questions autour de la plateforme de compostage et enfin les questions autour de la sensibilisation autour du projet et la pédagogie. On a recensé aussi ce soir un certain nombre de questions concernant l'intervention globale de Cyril Bion et je vous propose de démarrer par ces questions avant d'aller sur les questions relatives au projet en tant que tel. Donc, une première thématique qu'on pourrait aborder, on n'a pas énormément parlé du numérique. On l'a un petit peu abordé à la fin sur la question des écrans. C'est une pollution qui est plus invisible mais qui est conséquente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est une pollution grandissante, c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir de Guillaume Pitron qui s'appelle « L'enfer numérique », qui est particulièrement déprimant et qui montre à la fois que la consommation d'énergie qui est liée au numérique a tendance à exploser parce que nos usages se démultiplient, à la fois les smartphones, à la fois pour travailler, à la fois le streaming de films et de vidéos, mais aussi et presque surtout parce que tout ce numérique nécessite des quantités de matière. C'est un ami à moi qui s'appelle Emmanuel Druon, qui a une entreprise qui s'appelle Cocheco, qui dit ça souvent pour rigoler. C'est pas très drôle d'ailleurs, mais qui dit toute cette dématérialisation, finalement, ça demande quand même vraiment beaucoup de matière. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a jamais extrait autant de matière de la couche terrestre que depuis qu'on va vers cette soi-disant économie numérique. Parce qu'il faut des métaux, parce qu'il faut donc creuser des mines qui ont tendance à dévaster des écosystèmes, que pour extraire ces métaux, et particulièrement les métaux les plus rares qui nous servent à faire nos téléphones, nos ordinateurs, nos batteries, il faut des processus qui sont particulièrement polluants. L'industrie minière est l'industrie qui crée les déchets les plus polluants sur la planète. Pour vous donner une idée, en gros, il s'agit de réduire, si je schématise, des montagnes pour en faire de la poudre. C'est-à-dire que là où vous avez 1 tonne de roche, vous allez parfois extraire 1 gramme de métal. C'est vertigineux de se dire que si nous continuons à développer
la numérisation de l'économie, et ça concerne aussi une partie de la transition énergétique, à ce rythme-là, les dégâts sur les écosystèmes peuvent être absolument terribles. Donc, il y a vraiment un enjeu qui est majeur, à la fois pour cette question du numérique, mais pour l'ensemble de nos sociétés, c'est d'aller vers une forme de sobriété. On parlait tout à l'heure de Pierre Rabhi, qui a largement contribué à populariser cette idée de sobriété heureuse, d'aller vers du moins, mais pas du moins se priver, mais du moins pour revenir à une forme d'essentiel, à la fois d'essentiel dans nos besoins, mais aussi d'essentiel dans nos vies, c'est-à-dire se libérer de tout ce qui nous alourdit. Évidemment, ça s'applique en premier lieu à ceux qui ont beaucoup, voire qui ont trop. Ça permet au passage de glisser un petit chiffre sur le fait que, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est les 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions de carbone. Donc on voit bien qu'on a un véritable enjeu à faire en sorte que ceux qui ont le plus aient tendance à réduire, non seulement pour que ça permette à ceux qui ont le moins d'avoir plus, mais aussi pour qu'on sorte de cette espèce de délire de surconsommation qui s'applique aussi au numérique. Merci. On a également une question sur la biodiversité en milieu urbain. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'elle est grande et quels peuvent être les moyens pour qu'elle le devienne, si c'est possible? Ça dépend, en fait. Il y a beaucoup de disparités en fonction des territoires, mais oui, il y a une vraie biodiversité en milieu urbain. Il y a quelques années, on disait d'ailleurs que les pollinisateurs avaient tendance à revenir vers les villes pour butiner les espaces verts parce qu'il y avait beaucoup moins de produits phytosanitaires. Mais on voit aussi dans un certain nombre de territoires, évidemment, des écureuils, des rongeurs, et parfois même des petits mammifères, des renards, des blaireaux. On a pu le mesurer encore plus pendant le confinement, où à partir du moment où l'activité humaine ralentissait, les animaux avaient tendance à réinvestir les espaces urbains. On avait peut-être aussi tendance à les voir plus, parce qu'ils se cachent quand on est tout le temps là. Et la façon de faire en sorte, le moyen de faire grandir cette biodiversité, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'une part de recréer des habitats. La première cause de la disparition de la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Donc, recréer des habitats, ça veut dire replanter comme on le disait tout à l'heure, replanter des arbres, replanter des haies, refaire des zones humides à chaque fois qu'on le peut, et faire des couloirs. C'est-à-dire que un des gros problèmes pour la faune sauvage, c'est le mitage du territoire. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un petit bout de forêt qui est devenu trop petit pour que les espèces qui vivent à l'intérieur puissent subvenir à leurs besoins, il va falloir que ces espèces puissent sortir de cette forêt pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Si il n'y a pas de couloir et qu'il n'y a que des zones urbanisées, là, il se passe qu'on voit tout le temps sur le bord des routes, c'est-à-dire que les animaux se font percuter par les voitures, écrasés, ou qui rentrent en contact plus facilement avec des humains qui vont les chasser. Donc ces couloirs-là sont vraiment des outils indispensables qui permettent la cohabitation entre les humains et la biodiversité sur les territoires. Merci. On a une nouvelle réaction s'agissant du développement du numérique sur la question de savoir que n'est-il pas un peu tard pour faire marche arrière et donc que préconiser pour freiner cet effort et comment cet essor, pardon, et comment sensibiliser les populations. Là encore, c'est un problème qui est pas unique, enfin qui est à mi-chemin entre le choix personnel et le structurel. On passe notre temps à être conditionné à la fois par la publicité, c'est-à-dire que, en gros, vous êtes bombardé de messages en permanence qui vous expliquent que le truc que vous avez dans votre poche, il est déjà complètement dépassé,
que si vous en aviez un autre. Là, moi, j'ai reçu un texto tout à l'heure pour me dire la 5G arrive sur votre territoire, c'est génial. Moi, je n'ai pas un téléphone 5G, donc en gros, ça veut dire qu'il faudrait que j'en ai un bientôt, quoi. Donc ça, c'est une espèce de course et de fuite en avant qui est soutenue par la publicité et par les industriels. Il y a aussi une forme de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, hein, le fait qu'on s'arrange pour que votre terminal, donc moi je suis chez Apple et j'aimais beaucoup Apple avant, mais Apple c'est quand même les champions du monde de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre téléphone ne peut plus faire les mises à jour, donc vous ne pouvez plus avoir un certain nombre de fonctionnalités, donc il va falloir changer. Donc ça, il nous faut des lois, clairement, et les gouvernements commencent à en prendre, mais il va falloir être vraiment nettement plus contraignant pour empêcher, c'est-à-dire pour rendre illégal tous ces processus d'obsolescence programmée. Pour rendre aussi un certain nombre de nos appareils réparables, interopérables. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si vous avez besoin d'avoir un appareil photo super sur votre téléphone, et vous avez un appareil plus ancien, il faut que vous changiez tout votre téléphone. On pourrait tout à fait imaginer ce qu'imagine un certain nombre de personnes qui travaillent justement à rendre plus soutenables nos systèmes industriels, que vous puissiez simplement changer un module sur votre appareil qui permette simplement de changer l'appareil photo. Et que ce module-là, il soit compatible avec tous les appareils photo. Et que quand vous avez besoin de changer une pièce, cette pièce, elle soit disponible partout, tout le temps. Vous pourriez aussi imaginer que votre téléphone, au lieu de l'acheter, vous le louiez. Et le fait de le louer, ça fait que la personne qui vous le loue, elle est obligée de faire en sorte qu'il fonctionne tout le temps. Et que s'il faut le faire évoluer, c'est lui qui en soit responsable. Donc là, tout d'un coup, on passe d'une économie où l'entreprise a tout intérêt à ce que vous changiez d'appareil le plus souvent possible, parce que c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, à une économie où l'entreprise a intérêt à ce que votre appareil tombe le moins souvent possible en panne, parce que c'est eux qui vont devoir le réparer. Il y a plein de modalités comme ça qui nous permettraient, en additionnant le fait qu'on loue plutôt qu'on achète, on partage les appareils plutôt qu'en avoir chacun un. Ce n'est pas forcément possible pour le téléphone, mais c'est possible pour un tas d'autres appareils. On va justement faire en sorte qu'il y ait de l'interopérabilité, comme je l'expliquais, c'est-à-dire qu'on puisse changer juste un module plutôt que tout. On va chercher des pièces qui ne sont pas extraites de la croûte terrestre à nouveau, mais on va essayer plutôt d'aller chercher dans les déchets d'aujourd'hui les métaux, les alliages qui nous permettraient de fabriquer les objets de demain. Si on met tout ça bout à bout, on voit qu'on peut réduire. Et si en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, on passe des lois qui structurellement empêchent les entreprises d'aller vers des phénomènes qui nous mettent dans une forme de fuite en avant perpétuelle, on peut arriver à réduire intelligemment à la fois notre consommation de matière et notre consommation d'énergie. Merci. Alors, on a une question sur votre jardin. Cool, mon jardin. Quelqu'un qui aimerait savoir où il se situe et quelle est la surface. Alors, j'ai 1000 m² à peu près et j'habite à Dreux. J'habite au début de la Normandie, 80 km à l'ouest de Paris. Mais j'imagine qu'il est possible d'avoir des abeilles dans un petit jardin en plein cœur de Paris. 1000 m², c'est pas mal hein, déjà pour un jardin. Et mon potager n'est pas du tout sur les 1000 m², mais j'ai des grands arbres, j'ai 3 grands tilleuls, j'ai un bouquet de noisetiers, j'ai planté plein de fruitiers. C'est ça qui est chouette, c'est que ça rejoint finalement parce que ce que je fais finalement, c'est une forme d'agriculture urbaine, c'est-à-dire que sur un espace qui est relativement petit, on a pas mal densifié. On a planté des pommiers palissés, donc le long des murs, pour profiter, ce qui était le principe des murs à pêche, hein, de profiter de la chaleur des murs pour pouvoir avoir une maturation des fruits qui va plus vite, quoi. On a planté un pommier, un prunier, un cerisier, un pêcher. Le pêcher, il a tendance à choper la clope tout le temps parce qu'on est trop au nord, mais c'est trop humide. Et puis, on a planté des petits
des baies, quoi, des framboises, des fraises, des cassis, voilà, tout ça. Et puis on fait des légumes, quoi. Et on y arrive. Il y a vraiment des choses dans l'agriculture urbaine qui sont super. On a essayé de faire une tour à patates, donc un système étagé justement pour pouvoir avoir plus de pommes de terre sur une surface plus petite. Des salades, des tomates, tout ça, des haricots, des fèves. Vous êtes un amoureux. En tout cas, pendant le confinement, ça nous a bien occupés, hein, parce que maintenant, on a une petite serre de 6 mètres carrés où on fait nos semis aussi. Alors, par rapport à ça, on a une question aussi, justement, comment pourrait-on faire pour inciter les habitants à cultiver leurs propres légumes pour leur consommation personnelle? Alors, on ne dispose pas d'un grand jardin, mais après, il est possible d'installer des potagers ou des jardins partagés également. Quel regard vous portez sur ces initiatives? Là encore, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les pistes cyclables ou les espaces piétons. C'est vous, en tout cas, en tant que collectivité, je pense que plus vous allez ouvrir d'espace à ça, plus vous allez dédier des espaces à des jardins partagés, en mettant aussi à disposition un peu d'expertise. C'est-à-dire que, alors après, il y a de l'expertise qui peut venir de vous, c'est-à-dire que vous pouvez faire venir des maraîchers ou des gens qui enseignent l'agroécologie, etc. Et après, il y a aussi de l'expertise qui se fait entre les citoyens. C'est ça qui est assez génial d'ailleurs dans les trucs de jardin partagé et d'agriculture urbaine, c'est qu'il y en a toujours qui s'y connaissent un peu mieux et qui vont partager un peu leur savoir avec les autres. Il y a de fortes chances qu'il y ait des gens qui investissent ces espaces. Parce que, on l'a vu, notamment, moi j'avais été filmé, où est-ce que c'était? C'était dans le sud-ouest, je ne sais plus où. C'était au milieu de quartiers, enfin ce qu'on a tendance à appeler des cités, quoi. Il y a des populations qui n'avaient vraiment pas beaucoup de sous, et puis il y a aussi pas mal de populations issues de l'immigration. Et je me souviens d'un monsieur qui était d'origine marocaine et qui lui avait vraiment, qui n'était pas né en France, qui venait du Maroc, et qui me disait, mais c'est extraordinaire parce que je peux enfin faire pousser les choses que je faisais pousser chez moi et qui sont essentielles pour moi, pour ma vie de tous les jours, quoi. Je vais pousser de la menthe, je vais pousser des pois chiches, et du coup, je peux montrer à mes enfants comment on fait. Et ce que je ne pouvais pas faire avant. Et c'est un vrai truc aussi intergénérationnel qui existe dans toutes les cultures, d'ailleurs, hein. Des personnes qui habitaient dans des milieux plus ruraux ou qui habitaient, enfin, je ne sais pas comment c'était ici, mais j'imagine que c'était comme là où j'habitais moi quand j'étais enfant. Moi, j'habitais dans les Yvelines, dans la banlieue de Paris. Quand j'ai commencé à y habiter, il y avait des champs de maraîchers partout, hein. C'était dans la plaine de Montesson, donc c'était une des plaines où il y avait le plus de maraîchers dans les Yvelines. Donc il y avait des salades, des carottes. Au fur et à mesure des années, quand je me suis retrouvé au lycée, il y avait des lotissements partout et il n'y avait plus de maraîchers. Donc il y avait des gens qui habitaient là, si je pense à des gens qui avaient l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, qui cultivaient la terre, même dans des zones urbaines. Donc je suis sûr qu'il y en a ici et qui seraient ravis de pouvoir partager leur savoir avec des générations un peu plus jeunes et particulièrement avec des enfants. Donc, pour moi, la meilleure façon d'inciter, c'est ça, c'est d'ouvrir des espaces et de permettre aux gens de les habiter, quoi, de les investir. Merci. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, aux questions plus spécifiques sur le projet de la ville de Caluire, donc le projet de ferme urbaine. Et on a une première question qui concerne l'emplacement et les dimensions de la ferme. La question de la répartition entre ce qui est végétal et ce qui sera lié aux bâtiments qui seront sur la ferme. Eh bien, voilà, donc sur la situation du projet, comme le disait M. Tollet en introduction, il va se positionner dans le secteur d'Auchan-Caluire, qui jouxte notamment le chemin Petit et l'avenue Général Leclerc. C'est un tellement de 5 hectares. Et sur ces 5 hectares, on va effectivement avoir besoin de pouvoir donc positionner un certain nombre de bâtiments
pour accueillir les activités pédagogiques, mais aussi l'activité agricole. Il y aura donc une plateforme de compostage qui, pour l'instant, dont la dimension pour l'instant n'est pas définitivement arrêtée. Et donc, globalement, les cultures se feront sur l'équivalent de 3,5 hectares, 3,7 hectares, avec aussi donc des cultures sous serre. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à la question. Merci beaucoup. Une autre question concernant l'agriculture, donc qui sera, enfin, le projet de ferme et le fait qu'il soit en agglomération. Est-ce que la pollution pourrait déranger la production de la ferme et la qualité du maraîchage qui sera produit? Moi, je viens de dire juste un tout petit mot rapide, hein, mais oui, c'est un sujet, notamment les voitures, le plomb, tout ce qui est dans les gaz d'échappement qui retombe. Il y a des solutions pour ça, hein, j'imagine que vous y avez déjà pensé, mais il y a des solutions de haies qui protègent plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est exactement ce qui va être fait. Et puis aussi, donc, en fonction notamment le verger va, je parle sous votre contrôle, Je ne suis pas agronome. Normalement, donc, avoir cette capacité à beaucoup mieux séquestrer le carbone que ne pourraient l'avoir certains légumes de feuilles comme les salades. Et donc, en proximité des voiries structurantes, à savoir le chemin petit et donc l'avenue Général Leclerc, on aura plutôt des haies et des arbres avec des cultures qui seront positionnées plutôt sur donc le milieu du tènement, justement, pour qu'elles soient le plus éloignées donc de ces voiries-là. Je compléterai simplement sur le fait qu'on a fait déjà des analyses de sol qui sont plutôt bonnes, puisque c'est des terres qui ont déjà été travaillées de manière très, très régulière, remuées régulièrement, et donc ces analyses sont plutôt très bonnes même. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de souci, si ce n'est qu'il faut qu'on utilise et qu'on utilise ces principes de haie. Merci. Une question s'agissant de l'exploitation de la ferme, c'est-à-dire qui exploitera la ferme? Est-ce que les enfants y seront associés? C'est un sujet, bien entendu, qui nous préoccupe, mais qui n'est pas définitivement arrêté là non plus, puisque les cultures ne sont pas directement le métier de la ville. Au demeurant, s'agissant du service public de l'alimentation, comme on le disait tout à l'heure, on a dans l'ADN de la ville de Caluire la volonté vraiment de diffuser un service public de grande qualité et donc de pouvoir faire bénéficier à la cuisine centrale, à la restauration scolaire, de produits de grande qualité et qu'il y ait un vrai suivi dans le process. Donc, sans trahir, j'allais dire, le secret des études qui sont encore en cours, on va travailler sur une structure juridique qui sera positionnée en parallèle de la mairie et qui pourra faire vivre la ferme avec vraisemblablement 2,5 ETP, c'est-à-dire grosso modo 3 équivalents temps plein qui viendront cultiver et s'occuper donc bien sûr des cultures, mais aussi de l'accueil pédagogique que l'on fera des écoles. Et évidemment, les enfants seront associés. Je le dis et vraiment, je le répète, c'est notre volonté. On pense que ce projet, c'est avant tout l'éveil des consciences. Et on espère, même si j'ai peu de doutes parce qu'on en parle avec l'Éducation nationale et l'ensemble du corps enseignant de la ville de Caluire, mais qui trouvera un grand écho dans nos groupes scolaires. C'est déjà le cas. Au CME aussi, il va y avoir une présentation prochainement. Donc, bien entendu, les enfants seront plus qu'associés à ce projet. C'est un choix également politique depuis de très nombreuses années, depuis tout le temps. La cuisine centrale, on s'est refusé la cuisine industrielle. Nous avons toujours produit nos repas. Et pour nous, c'était important que dans la notion d'éducation, la découverte du goût soit assurée dans le cadre de cette mission que nous estimons de service public, c'est-à-dire l'éducation en fait à l'alimentation. Et du coup, ça a permis à des enfants de découvrir des goûts, des légumes, des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et le principe, c'est tu n'aimes pas, c'est pas grave, mais tu goûtes quand même. Viens prendre quand même cette espèce. Et dans l'approche de la nouvelle
cuisine municipale, ça va être également le moyen non seulement de voir comment est-ce qu'on produit tout ça, c'est-à-dire que ce sera visitable, sans gêner bien sûr les professionnels qui vont travailler dedans. Et cette ouverture, cette conscience que vous l'évoquez, donc Monsieur Dion, c'est vraiment, ça va aller dans la poursuite en fait d'une démarche qu'on a toujours pris en charge, parce qu'à l'époque, sur la restauration, si on avait raisonné que sur un aspect économique, il était plus intéressant de passer à la restauration industrielle. Mais le choix qui a été fait, et pas spécifiquement nous, nos prédécesseurs, a toujours été de dire non, c'est indispensable d'intégrer la notion d'alimentation dans l'éducation. Donc, on ira en complément de tout ça. Alors, une question encore, avant de passer, parce qu'on a pas mal de questions sur le compostage, mais là, une remarque que je voulais vous partager par rapport à la ferme. On s'attend, donc quand on dit ferme, on s'attend aussi à des animaux. Je viens de comprendre qu'il n'y aura que des légumes et des fruits. Donc voilà, c'est pour avoir vos réactions par rapport à cette question qui n'en est pas une. Non, effectivement, il n'y aura pas d'animaux. Et puis, pour peut-être préciser… il y aura peut-être des poules. Il y aura peut-être des poules. Et peut-être des abeilles aussi. Non, mais le sujet des poules est très sérieux. Parce que, on l'a vu, la ville de Caluire, à l'initiative de Monsieur le maire, il y a quelques années, avait donc distribué des poules aux habitants eh bien, pour amender les déchets des biens ménagers. Et il y avait eu un succès très important. La plateforme de compostage, elle est partie prenante de ce projet de ferme urbaine. Et donc, il y aura aussi toute une dimension pédagogique autour de cette plateforme. On aura une zone de lombricompostage et on est en train de travailler avec donc les personnes qui nous accompagnent sur ce projet, sur le volet vraiment technique et qui ont des connaissances fines, pour faire en sorte d'avoir plusieurs types de compost qui répondront en fonction de leur qualité intrinsèque, des composts plutôt azotés ou des composts plutôt carbonés, soit à la ferme, soit, comme on se le disait tout à l'heure, au service parc et jardin. Mais vraiment, on va essayer de faire quelque chose de suffisamment fin pour que ça puisse répondre à l'ensemble des besoins. Est-ce que le compostage sera ouvert à tous les habitants? Est-ce qu'il y aura par exemple un système de poubelles de compost distribuées pour venir les vider en fait à la ferme? C'est une réflexion qu'on a. Maintenant, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul là-dessus, puisque, mais c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, la gestion des déchets, c'est une compétence de la métropole de Lyon. Et dans le cadre des réunions que l'on va avoir, et il y en a une très prochainement, ce sont des sujets qui sont susceptibles d'être abordés. Vous savez que dans le contexte géographique de la ferme, on a aussi une déchetterie qui reçoit un certain nombre de déchets verts qui pourraient tout à fait servir à cette plateforme de compostage. Et là, encore une fois, il y a une mécanique technique, juridique, de compétences qui est un petit peu, non pas nébuleuse, mais qui nécessite d'être traitée avec finesse et de trouver la possibilité que l'on pourra avoir de travailler en bonne intelligence avec la métropole là-dessus. Mais en tout cas, c'est une réflexion vraiment qu'on a. Et effectivement, si la métropole accueillait favorablement la demande de la ville, on pourrait imaginer bien sûr de pouvoir avoir les déchets verts des habitants, mais aussi leur propre compost. Mais il faut le dire très clairement, la plateforme de compostage ne serait pas dimensionnée de la même manière. Donc voilà, ça fait partie encore une fois des éléments qu'il faut arbitrer. Ça vaut le coup d'y penser dans le dimensionnage. Le dimensionnement. Et juste, j'ajoute un élément, parce que la ville de Caluire est précurseur, en tout cas, essaye de travailler en amont de la mise en place des directives, des lois, et on travaille là-dessus en anticipation d'une directive européenne qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2024 et qui impose en fait à tout producteur de biodéchets la généralisation du tri à la source. Donc ça pourrait tout à fait être un nouveau service qu'on offre aux habitants, aux partenaires économiques, aux restaurateurs. Et encore une fois, tout dépendra du dimensionnement de la plateforme et donc des éléments que l'on pourra avoir de la part de la métropole.
Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de cette conférence. Merci Cyril Dion, merci à tous. Il reste encore des questions que vous retrouverez dans la plateforme collaborative que je vais vous repartager. Toutes les questions ont été intégrées ici. On n'a pas pu toutes les aborder ce soir. Pour vous rappeler que cette plateforme est accessible à tout moment depuis le site internet de la ville où vous retrouverez le code d'accès sur laquelle vous pourrez contribuer donc, en éditant des idées à l'aide du petit post-it qui apparaît sur lequel vous pouvez noter vos idées et les classer également puisqu'on vous propose à la fois de nous donner vos idées, vos questionnements ou vos craintes éventuellement sur les différents sujets. Et ensuite, vous envoyez votre idée avec le petit avion et il apparaît sur l'écran. Et bien voilà, pour terminer sur cette plateforme et sur la ferme. Peut-être on va vous laisser bien sûr la conclusion, Monsieur Dion. Tout d'abord, en vous remerciant vraiment profondément pour. Nous avons beaucoup appris, on a beaucoup partagé ensemble sur un projet qui est certes modeste, hein, mais qui est à l'échelle, et c'était un petit peu l'objectif de cette première conférence. Vous voyez, il y a une vraie mobilisation, en tout cas, des élus, des services, de l'ensemble de la population, et sur cette notion notamment d'éducation et au moins de sensibilisation dans la durée. Si par ce biais-là, on y arrivera. Et vraiment, on vous remercie très chaleureusement de vos propos et de votre expérience, et de votre jardin aussi, hein, de le découvrir c'est un des meilleurs moments. à cette occasion. Bien sûr, on vous laisse la conclusion de cette soirée. Non, mais j'ai envie de vous dire bravo de faire ça. Les enjeux sont vraiment tellement considérables que parfois on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Il faut les prendre par un bout. Donc, c'est bien de commencer par… J'imagine que vous faites plein d'autres choses. Hein, c'est bien de commencer. C'est important que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que la collectivité peut être vraiment moteur et impulser des projets qui ensuite vont entraîner les habitants. C'est important que ça aille dans l'autre sens aussi. C'est assez important que les habitants n'attendent pas qu'on leur donne l'autorisation. Donc, si vous avez des projets, faites-le. Et c'est important que vous, collectivité, vous puissiez avoir des espaces aussi pour recevoir ça, pour regarder comment vous pouvez aider. Tous les exemples que je connais qui ont fonctionné de la meilleure façon qui soit, c'est des exemples où il y a cette respiration, où les habitants soutiennent les initiatives que la collectivité peut lancer et vice-versa, et où la collectivité facilite et parfois même aide, ou au minimum n'empêche pas les initiatives des citoyens. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a du boulot pour tout le monde, il y a du boulot pour longtemps, et il faut aller vite. Donc, c'est important que tout le monde puisse avoir l'espace de s'y mettre. On va faire ce que je pense les auditeurs vont faire, vous applaudir.